Salut à tous, ici Ophélie, vous êtes sur un nouvel épisode de La Gagne. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'avec Martin et Clément, nous interviewons sur ce podcast de grands sportifs français. Toutes les 2 semaines, nous avons l'honneur de recevoir à notre micro un grand champion et nous retraçons avec lui l'une des compétitions les plus marquantes de sa carrière. À la fin de l'été 2020, avec Martin et Clément, nous sommes partis en Haute-Savoie à la rencontre de Gaëlle Hédon. Difficile de définir Gaëlle par son sport, car en vérité, elle pratique différentes disciplines par plaisir pur avant tout. Cette notion de plaisir fait beaucoup de sens dans la vie de Gaëlle aujourd'hui. En effet, en 2012, elle subit un accident du travail dramatique qui la rend hémiplégique, ce qui veut dire qu'elle a une paralysie de plusieurs membres et organes de son côté gauche. Elle ne peut plus se servir de son bras gauche et elle doit utiliser une béquille car sa jambe gauche supporte difficilement son poids. Après une période de déni, est venue l'acceptation. Gaëlle donne tout aujourd'hui pour aller de l'avant et pour cela, rien de tel que de continuer dans son domaine de prédilection, le sport évidemment. Gaëlle nous parlera donc en premier lieu du paratir. Cela vous fera sûrement écho à Cédric Fèvre, épisode numéro 7. Si vous ne l'avez pas encore écouté, foncez après celui-ci. D'ailleurs, petite parenthèse, Gaëlle et Cédric se sont tous les deux qualifiés pour les JO de Tokyo 2021, alors félicitations à eux. Gaëlle évolue donc en paratir à très haut niveau en ce moment, alors qu'elle pratique ce sport depuis moins de 5 ans. Vous l'aurez compris, notre championne du jour est une véritable boule d'énergie. Elle a créé en 2017 une association du nom de l'Appel Tenace, qui est un projet handi-aviron permettant aux personnes hémiplégiques de pratiquer l'aviron. On vous explique le système dans l'épisode. Gaëlle fait aussi, à ses heures perdues, du vélo, beaucoup de vélo. Elle gravit des côtes, et en parlant de gravir, elle gravit aussi des sommets en montagne et redescend bien sûr en parapente. Inarrêtable est, je pense, l'un des meilleurs adjectifs pour définir sa personnalité hors norme. Gaëlle nous en a mis plein les yeux. Merci à elle pour ce moment partagé. Chiche Gaëlle pour un prochain podcast en haut de la montagne. Très bonne écoute les winners. Bonjour Gaëlle. Bonjour à tous. Bonjour, on est vraiment super content de t'accueillir sur notre podcast aujourd'hui. C'est un grand honneur de faire un épisode avec toi. Ah, merci à vous surtout. Donc on est réunis chez toi, donc c'est magnifique, on a une vue magnifique, on a les montagnes en face de nous, donc c'est un cadre exceptionnel pour cette interview aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et après on parlera évidemment de ton sport, mais même de tes sports en ce qui te concerne. Tu fais plein de choses, mais donc je te laisse la parole pour te présenter. Je m'appelle Gaëlle, j'ai 31 ans. Ma vie se résume en gros à du sport. J'adore le sport depuis toute petite. Et même suite à mon accident, en fait, j'ai converti mon sport en handisport et c'est complètement compatible. Donc, je continue toujours à fond là-dedans, quoi. Tu nous parles de ton accident. Il t'est arrivé... Alors, c'était le 15 décembre 2012. J'ai eu un grave accident du travail. Donc, j'ai eu une hémorragie cérébrale, ce qui m'a laissé pour séquelle une hémiplégie gauche. Donc, j'ai mon bras gauche qui est complètement paralysé et je me déplace avec une béquille. Donc, tu as adapté ton sport. Tu nous expliques par rapport à ça. Et tu as même découvert un nouveau sport. J'ai découvert un nouveau sport où j'ai excellé assez vite, donc c'est le tir sportif, donc le tir au pistolet, 10, 25, 50 mètres, où j'ai pu l'adapter. Donc en fait, je tire assise sur une chaise complètement faite pour moi. Après, comme j'ai un bras qui marche pas, j'ai un support en bois qui permet de maintenir l'arme. Et même pour le 25-50 mètres, comme c'est des chargeurs de 5 balles, donc du 22 LR, j'ai un petit appareil en bois qu'on a créé avec mon entraîneur au fond du garage qui me permet de bloquer le chargeur, le ressort en bas. Et comme ça, je peux charger les 5 balles et comme ça, je suis complètement autonome, quoi. Si tu le veux bien, on aimerait bien revenir sur la discipline du paratir parce qu'effectivement, tu as été 4 fois championne de France pour l'instant. Tu as même participé à des championnats du monde. Et
On espère te voir peut-être au JO prochainement. Alors ça, on verra les prochains mois parce qu'il reste une compétition pour réussir à avoir un quota. En tout cas, je fais tout pour. Depuis le début, donc j'ai attaqué fin 2017 le tir et je progresse. C'est ça qui est intéressant, c'est que normalement, un très bon tireur, c'est 7 ans de tir. Donc voilà, donc comme moi je débute et que les résultats sont corrects, l'avenir va être plutôt bien si je continue dans la même lignée, quoi. Donc je fais tout pour en attendant. Salut Gaëlle, à mon tour de te remercier de nous accueillir dans ce magnifique endroit. D'ailleurs là j'ai juste le Mont Blanc derrière moi, c'est vrai que c'est magnifique. On va revenir chronologiquement sur ce qui s'est passé, donc l'accident en 2012 et après à partir en 2016. Tu te lances dans le tir au pistolet 10 mètres. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette activité et surtout sur le déroulé de la compétition ? Alors du coup moi j'ai attaqué fin 2016 le tir et je voulais même pas en fait. J'ai commencé au club, au stand, ils m'ont dit voilà c'est pas mal, est-ce que ça te dit de faire de la compétition ? Et j'ai répondu non. Parce qu'en parallèle, je reprenais des études par correspondance et que je voulais vraiment privilégier ça pour penser quand même à ma vie future. L'administratif assez compliqué a fait que je n'ai pas pu m'inscrire à la fac, je n'ai pas eu le droit, donc je suis retournée au tir et j'ai fini au championnat de France donc au mois de février, en général c'est toujours par là, et sans objectif, vraiment, parce que déjà à la base moi je crois pas trop en moi. L'accident a fait que ça a pas arrangé les choses, mais voilà, je suis arrivée au championnat de France, j'ai fait mon petit taf, j'ai tiré sans trop me prendre la tête et sans croire à rien du tout. Et voilà, ça finit championne de France et c'était juste dingue, j'y croyais pas déjà. Et même les premières photos qu'on voit que mon entraîneur il a pris de moi, on voit une Gaëlle avec une tête complètement enfin j'y croyais pas quoi. Donc ça reste un moment fort parce que ça a été le début de ma carrière. Et c'est des choses qu'on n'oublie pas et c'est juste dingue, quoi. Donc derrière, après ce premier championnat de France que tu gagnes, il y a la fédération française qui t'appelle pour représenter donc l'équipe de France. Donc à partir de 2017, tu rentres en équipe de France. Voilà, au mois de juin, l'entraîneur m'a proposé de rentrer en stage. Donc j'ai fait mes stages. Il m'a appris en fait les bases du tir parce que moi je venais de débuter. Donc voilà, les organes de visée, appuyer sur une détente correctement, le maintien de l'arme, enfin ce qu'on apprend en école de tir normalement. Et du coup après dans la même année au mois de septembre je suis partie en Coupe du Monde en Croatie. Pareil, sans trop y croire, parce que je débutais, hein, j'étais une petite jeune du tir, et boum, sélectionnée pour la finale. Donc là, double surprise, j'appelle mon entraîneur de Haute-Savoie, je lui dis « Hey Guy, au secours, je suis en finale, comment ça marche ?» En Coupe du Monde, donc c'était impressionnant. En plus, je m'en souviendrai pareil, c'est les championnats de France et cette Coupe du Monde, parce que je commence à tirer la finale. Je faisais mon petit taf, pareil, sans trop y croire. Et là, je regarde l'ordinateur, je vois le petit drapeau français un peu tout en haut. Je dis, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Et là, la pression a fait que j'ai relâché, j'y croyais pas, j'ai eu peur. Et puis, boum, j'ai fini 8e. Mais c'était très bien pour une première Coupe du Monde, quoi. J'ai appris, quoi. Donc, c'est dingue. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la compétition, le tir à 10 mètres, ça comprend quoi des qualifications, justement, pour arriver en finale ? Comment tu arrives en finale ? C'est combien de balles que tu tires dans la cible, tout ça ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le déroulement ? 1h15 de match, où là j'ai 60 plombs à tirer. D'accord, t'as 60 plombs et t'as tous tes concurrents en fait qui sont alignés. On est tous alignés, ouais. D'accord. Okay. Donc on voit pas ce que font les autres concurrents. Il y a des grands écrans, mais faut pas les regarder parce que sinon il y a la pression qui remonte si on voit qu'on est en tête de liste. Donc voilà, suite à ces 1h15, il y a le premier classement et les 8 premiers partent en finale. Donc la finale, ça peut être tout de suite après ou 2-3 heures après, mais en général, là, faut pas sortir de sa bulle. Bon, j'oserais pas dire ça à ma première Coupe du Monde parce que j'y connaissais rien, mais là, ça y est, maintenant, je commence un peu à rentrer dans tout ce milieu-là. Mais il faut rester dans sa bulle, c'est-à-dire qu'on regarde pas le téléphone portable on sait jamais si, par exemple, votre maman, elle vous envoie un message, ouais, vas-y, tu vas tout déchirer, tu vas finir première. En fait, on va se dire, oula, faut que je finisse première parce qu'il y a maman derrière. Et là, ça vous rajoute une pression et c'est pas bon. Donc, vraiment, faut couper du téléphone, faut manger un petit peu, faut discuter avec l'entraîneur, mais pas discuter avec les copains, copines parce que sinon, pareil, on sort de sa bulle.
Et là, après, on rentre en finale. Pareil, on a 5 minutes cette fois d'essai, donc on règle l'arme et tout. Et après, boum, on rentre en finale. Donc là, on a 2 fois 5 plombs. Et ensuite, c'est tous les 2 plombs qu'on élimine quelqu'un. Jusqu'à la fin, jusqu'au premier. Voilà, c'est ça à peu près le déroulé d'une compétition, quoi. Donc à chaque fois, donc là pour les qualifs, donc tu as 60 plombs à tirer en 1h15. Oui. Tu tires, tu recharges, tu te reconcentres, tu tires. Et l'objectif, je pense, c'est d'être dans la cible, d'être dans le 10. C'est ça. Oui. Ça va de 0 à 10. Est-ce qu'il y a un système de mouches un peu ? Oui, il y a le 10 mouches, donc ça c'est pareil, mais que ce soit un 10-0 ou un 10-9, pour nous, c'est la différence avec la carabine, ça compte 10 tout court. Donc à la rigueur, si on touche que des 10-0, c'est toujours que du 9.9, quoi. Donc après, en finale, par contre, le 10 mouches, c'est important en fait, même le 9.9, c'est important parce que là, c'est comptabilisé. Donc tu te retrouves en finale, et donc la première finale de Coupe du Monde, à peine 1 an après avoir débuté le sport, et tu finis, comme tu l'as dit, un petit peu 8e du coup. Un peu frustrée, mais j'étais, avant de rentrer en finale, pareil comme mon premier championnat de France, j'y croyais pas trop, j'étais excitée, j'avais envoyé, justement, là j'étais complètement sortie de ma bulle parce que j'avais envoyé un message au secours, appel à l'aide à mon entraîneur en Haute-Savoie, parce que voilà, j'y connaissais pas trop. Après, moi j'ai au niveau des séquelles aussi, j'ai des séquelles cognitives, donc ça se voit pas, mais tout ce qui est mémorisation, tout ça, c'est un peu du mal. Donc en fait, je note tout sur un papier. Donc avant d'entrer en finale, avec mon entraîneur, il m'a dit bon bah voilà, ça se passe comme ça, t'as 5 minutes, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça, et c'est tout en anglais. Moi, l'anglais c'est pas trop mon truc non plus, donc j'étais un peu perdue. Donc en fait, c'est pour ça qu'au début, j'étais à un bon classement les premiers 5 plombs parce que j'y connaissais rien, je me suis pas trop pris la tête, je faisais comme si j'étais en entraînement, donc c'est pour ça que ça a bien marché. Mais après, quand j'ai vu le petit drapeau français, voilà, j'ai un peu perdu mes moyens, j'ai un peu paniqué et au final, je suis repartie de cette Coupe du Monde frustrée mais heureuse parce que bon, faire une finale à une première Coupe du Monde, c'est très bien, faut pas non plus être tout le temps négatif. C'est ce qu'on apprend aussi au tir, c'est qu'il faut tout le temps être positif parce que le tir c'est un sport, c'est 99% c'est du mental. Donc si on se dit toutes les phrases c'est du négatif, je suis nul, faut faire ci, enfin voilà, je suis nul, forcément ça va pas marcher, quoi. Alors faut pas non plus trop se dire je suis la meilleure, je vais dégommer tout, parce que là ça va être un retour de bâton direct aussi, quoi. Enfin pour ma part, je parle. Que tu as un préparateur un peu physique, un peu mental là-dessus qui t'aide au jour d'aujourd'hui? Alors, j'avais un préparateur physique au début parce que je continue en centre de rééducation. Et puis, après, comme j'adore le sport depuis très longtemps, je me connais aussi. Je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut pas faire. Donc, le sport, la préparation physique, j'y fais toute seule, en fait. Voilà, après préparateur mental, j'en ai eu un qui m'a aidé au tout début. Puis après, comme on bougeait pas mal, j'ai arrêté avec lui parce j'étais jamais là. Et là, j'ai repris et maintenant on peut faire ça par visio, par WhatsApp, par Skype. Donc, si je sens que ça va pas, je l'appelle même à l'étranger et il va me remettre un peu dans mes bottes et tout. Donc voilà, mais lui-même il le dit, c'est que moi je me connais mieux que quiconque me connaît en fait. Forcément, donc je sais ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi. Que après, c'est du travail et tout. Et là, on met en place en ce moment, c'est la cohérence cardiaque. Donc c'est un travail sur la respiration et tout. Donc ça, c'est très important et il faut le travailler un peu tous les jours aussi. Bonjour Gaëlle, c'est à mon tour un peu de te remercier d'être présent au micro de la Gagne. Alors c'est vrai que tu as un palmarès qui est déjà très complet en tir sportif. Mais avant d'avoir ce palmarès, comment tu es tombé dans ce sport? Comment tu l'as découvert? On est venu me chercher. En fait, après mon accident, j'ai commencé par faire de l'athlétisme. Donc ça marchait bien aussi pour moi. Championnat de France, qualifié pour la finale. Enfin, ça marchait assez bien. Sauf que je me bousillais les genoux parce que forcément, comme j'ai une jambe qui est touchée par le handicap, je compense par l'autre. Donc c'est pas très bon non plus pour les articulations. Voilà, et à côté de ça, j'étais en centre de rééducation et il y avait une journée handinautique sur le lac d'Annecy et ma mère qui voulait me sortir un peu du contexte m'a dit bah viens on y va là-bas. Je voulais faire du ski nautique parce que moi j'adore tout ce qui bouge, l'adrénaline, j'adore tout ça, donc je dis ok vamos.
Je les appelle et je leur explique que j'ai qu'un seul bras, par contre, donc pour éviter de m'arracher mon seul bras valide. Ils m'ont dit ouais, c'est bon, ça passe. Et j'arrive là-bas, ils me disent ah bah non, on pensait pas ça, non, ça passe pas, on a peur de vous arracher votre bras. Donc moi qui ai un caractère assez dur, j'ai envoyé chier tout le monde. J'ai dit puisque c'est comme ça, je retourne dans le centre de rééducation et allez tous vous faire voir. Et ma mère, elle me dit bon écoute, on n'est pas venu là pour rien, t'essayes un truc. Donc j'essaye l'aviron à contre-cœur. Et puis finalement ça m'a plu, donc je me suis inscrite au club d'aviron, et sauf que de faire de l'aviron d'un bras avec 2 rames, c'est pas possible. En fait on tourne en rond comme un poisson, donc ça c'est un peu chiant au bout d'un moment, ou soit quelqu'un d'autre va compenser votre handicap. Sauf que moi je suis un peu un ours, j'aime bien être toute seule et être autonome. Donc on a monté un système pour faire de l'aviron d'un bras mais avec 2 rames. Donc il y a eu des articles dans la presse comme ça. Je viens au tir, c'est long mais on y arrive. Il y a eu des articles et là justement le responsable de la section e-sport m'a contacté et qui m'a dit on a vu que tu étais assez dynamique et tout, tu as fait un super truc d'aviron, est-ce que ça te botte de venir d'essayer de faire du tir ? Je dis bah oui, en plus moi j'adore, donc oui j'y vais. Et puis j'ai essayé et là je tirais plutôt correct. Donc il m'a dit faut t'inscrire et tout, sauf que c'est ce que je disais tout à l'heure, comme je refaisais des études en parallèle pour penser à ma reconversion professionnelle. J'ai dit non c'est ça avant et pour le tir c'est pas possible. Puis comme ça a été refusé mon inscription à la faculté, du coup je suis retournée au tir et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, je le remercie d'être venu me chercher. Bon, tout à l'heure, tu nous as parlé d'aviron. Oui. Donc, c'est une bonne transition pour l'appel tenace. L'appel tenace, c'est un très, très beau projet qui me tient beaucoup à cœur parce que l'aviron est arrivé peu de temps, du coup, après mon accident et c'est dans un moment où on est un peu dans une phase de déni. Après un accident comme ça, où il y a un handicap qui reste, il faut accepter tout ça, faut accepter le regard des autres, faut que la famille, il est très proche, ils acceptent tout ça aussi. Donc ça a été un beau projet où j'ai bien été entourée grâce à mon entraîneur d'aviron, donc Sébastien, et aussi des étudiants de l'IUT d'Annecy, le Vieux. Et en fait, ils sont dans des projets en IUT de trouver des systèmes pour aider tout ce qui est, pour tout projet, que ce soit sportif ou pas sportif. Et en fait, on a trouvé ce système-là donc en 2015, si je me trompe pas. Et maintenant, en fait, je suis toute seule sur mon bateau d'aviron à faire de l'aviron d'un bras, mais avec 2 rames, en autonomie complète. Alors, si je veux être avec les autres, pour aussi un peu papoter de temps en temps, ce système-là se met aussi sur des bateaux de 2, de 4, de 8 pour être avec d'autres personnes. Donc, c'est vraiment un système génial qui s'adapte à tout bateau. Donc, c'est un système que toi, tu as mis au point. Avec 5 autres personnes. Et donc, du coup, on a monté l'association L'Appel Tenace et on a eu le premier prix de l'innovation 2016 à Paris. Et là, ça nous a ouvert les portes. Là, on s'est dit, faut faire quelque chose. Donc, c'est pour ça que l'Appel Tenace est né. Et on a déposé le brevet, l'année qui a suivi. Et maintenant, on le développe on diffuse dans tous les clubs d'aviron avec une section e-sport, ou même pour des particuliers. Il y en a qui ont fait des demandes et tout, pour que toute personne amputée, paralysée, ou qui a une malformation à la main, ou même les femmes qui ont eu un cancer du sein, il y a un bras plus faible que l'autre, ça peut servir à ces personnes-là. Et même pour les valides. J'ai une demande d'un valide, et c'est ça que je trouve ça énorme. C'est quelqu'un qui avait sans arrêt des tendinites à un de ses 2 bras. Il a dit, mais en fait, ton système, ce serait juste génial pour moi parce qu'il a mal sans arrêt au bras. Donc, c'est top, quoi. Alors, justement, ce système, comme nous, on est sur un format audio, on met pas d'image, un petit peu mais sur les réseaux voir sociaux, sur Internet. Donc, est-ce qu'on peut essayer de le décrire un peu? Donc, moi, j'ai vu des images. En fait, il y a un lien qui est fait entre les 2 rames. Ouais, c'est une poignée centrale, en fait. C'est une poignée centrale avec c'est les étudiants là qui ont fait ce système là, donc moi je suis pas trop mécanique et tout, mais grosso modo c'est une poignée centrale avec des roulements à billes qui permet de coulisser plus à gauche plus à droite, parce que le but du jeu c'est aussi de revenir au port, donc de pouvoir tourner, donc c'est-à-dire d'appuyer plus d'un côté de la pelle pour pouvoir rentrer. Donc voilà, c'est après le système on l'améliore encore.
parce que forcément au tout début ça coulait plus très bien, le matériel avec l'eau il s'usait, ceux qui l'utilisent en mer ça rouille parce qu'il y a le sel et tout, donc on l'améliore sans arrêt, quoi. Donc pour développer un projet comme ça, donc toi tu as eu cette idée-là et après tu te fais entourer d'ingénieurs. Donc voilà, il y a les ingénieurs, il y a l'entraîneur d'aviron parce que lui il s'y connaît très bien en aviron forcément, donc il va dire oh là attention, il y a les dames de nage. Les dames de nage par exemple c'est ce qui permet de maintenir la rame dans le bateau, donc lui il va nous aider comme ça en fait. Donc tu as créé l'association L'Appel Tenace, c'était en 2000 je sais plus combien, 2016 ou un truc comme ça. On a eu le premier prix en 2016, donc création de l'Appel Tenace en 2017. Et donc du coup, donc l'Appel Tenace a déjà 3 ans d'existence, quelque chose comme ça. Depuis l'idée, faut quand même des années pour mettre tout ça en place. Sachant que le dépôt de brevet, c'est très long aussi à avoir et qu'il faut avoir les finances pour déposer un brevet parce que ça coûte cher. Le problème d'un brevet, on peut pas le déposer si on fait déjà de la pub et tout. Donc c'est pas simple, c'est une période qui est assez compliquée parce qu'on peut pas toucher de subventions. Et il faut en même temps payer le brevet. Donc là, c'est une partie c'est assez compliqué. Mais moi, j'y croyais à ce projet-là. Donc, on a tout fait pour avoir le brevet parce qu'on n'avait pas envie non plus que ce soit commercialisé et que ce soit vendu ultra cher, etc. Enfin, on avait envie que ce soit une poignée, enfin ce kit tenace qu'on appelle maintenant, que ce soit accessible à tout le monde en fait. Et maintenant on le vend à prix coûtant, donc ça veut dire qu'on se fait pas de l'argent dessus parce qu'on est une association, c'est pas du commerce qu'on fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'on voulait vraiment avoir le brevet pour que ça reste accessible à tous. Et donc toi, tu crois tellement à ce projet que tu as carrément envie de permettre de créer une discipline paralympique. En fait, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de discipline qui permette de faire une compétition d'un bras avec deux rames en autonomie. En fait, les gens qui ont un handicap aux membres sup, ils font de l'aviron en pointe. Donc, ça veut dire avec d'autres personnes. Moi, j'ai vraiment envie d'avoir l'autonomie. Pour moi, quand on est en situation de handicap, c'est quelque chose de vraiment important. Donc, c'est pour ça que je voudrais créer, je vais y arriver, cette discipline paralympique. Donc, du coup, je suis en lien avec la Fédération française d'aviron, forcément. On a présenté le système à différents championnats de France. Alors, forcément, comme c'est assez nouveau, tout le monde n'a pas ce système-là. Donc, si on fait par exemple des championnats de France, il y aura très peu de personnes qui feront cette compétition-là. Donc pour l'instant, c'est vraiment le développer à gauche, à droite. Donc là, on a plusieurs clubs qui nous ont acheté ce système-là. La fédération, pareil, et elles le mettent à disposition des clubs. En fait, il faut impulser déjà via les clubs pour qu'il y ait des utilisateurs, peut-être des gens qui se disent oh, tiens c'est sympa et petit à petit en faire une vraie discipline quoi. Donc là on diffuse bien, on a fait un nouveau site internet qui va être en ligne d'ici une semaine ou deux d'ailleurs, donc ça va être l'appeltenace.fr il me semble. Ah génial, on mettra un petit lien pour nos auditeurs. Donc voilà, et après maintenant je suis en lien avec la Fédération internationale d'aviron pour que mon système soit homologué par la Fédéco, qui reconnaissent, enfin qui acceptent mon système pour le mettre en compétition. Donc là, c'est en cours. C'est long, c'est pas simple, mais c'est pas grave parce que on apprend et c'est comme l'association quand on l'a créée. Moi, j'y connais rien. Déposer le brevet, j'y connais rien. Enfin, c'est pas du tout mon domaine. Donc on apprend, on avance et puis on va y arriver petit à petit. Un peu autodidacte, autant dans la vie un peu professionnelle que dans le sport en fait. Oui, c'est moi à la base c'est plus les muscles qui fonctionnent que le cerveau, mais c'est pas grave. J'apprends, j'aime bien apprendre. Moi, dès qu'il y a un truc que je sais pas, tout de suite je vais sur internet, je vais regarder et c'est comme ça qu'on apprend de toute façon. Donc, On sait aussi que tu fais du vélo. Oui. Beaucoup de vélo. Je fais un peu tous les sports que je peux en fait. Beaucoup de vélos d'appartement aussi ou d'extérieur. Plusieurs kilomètres par jour même. On l'a vu dans des interviews vidéo. Comment est-ce que tu fais pour faire du vélo en tant qu'hémiplégique ? Comment ça se passe ? En plus, nous, on est arrivé ce matin en voiture. La route est pas mal vallonnée. Alors, quand il fait pas beau, donc je reste gentiment chez moi à faire du vélo d'appartement. Donc comme ça fait l'entretien physique. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Donc c'est mon petit... c'est mon entraînement physique. Et après, pour faire du vélo à l'extérieur, en fait, j'ai adapté un vélo. Donc, j'ai un système de frein
J'ai un seul frein qui freine avant et arrière en même temps. Donc à droite, forcément. C'est réglé pour que ce soit 60-40% parce qu'il ne faut pas freiner plus de l'avant que de l'arrière. Bien sûr. Parce que sinon, on passe par devant. Donc c'est tout bien réglé. Et après, petite vitesse, grand plateau, tout est à droite. Le seul inconvénient de ce vélo-là, c'est qu'il est un petit peu lourd. Donc, je suis en train de voir pour avoir plus un vélo de route, parce que je peux pas aller non plus. Je peux pas faire du VTT avec, parce que j'ai pas l'équilibre. Et là, je vais finir encore plus handicapée que ce que je suis. Donc voilà. Mais avant le tir, j'en faisais énormément. En fait, je partais même une semaine. J'ai fait la grande traversée du Jura en vélo, donc 500 bornes. Avec mon petit... Là, on prenait des locations, donc j'avais pas grand-chose, grosso modo, juste à part mes affaires et la nourriture sur le vélo. Et 2-3 ans après, j'avais fait toute la côte atlantique en vélo. En vélo, on arrive jusqu'à Hendaye en Espagne. Donc pareil, là, ça faisait 500 bornes. Donc je fais beaucoup de vélos comme ça, ou sinon des cols. Ici, par exemple, col des Aravis. Après, il y a le Grand Colombier, il y a le plateau des Glières, le Semnoz, enfin tout. Il y a plein de petits sommets ou des cols à faire ici en vélo. Donc, c'est pas simple, mais j'y arrive. Et t'adores ça? Et j'adore ça. L'équilibre, il est un peu précaire. Donc, au démarrage et à l'arrivée, je fais attention. Parce qu'au démarrage, en fait, j'arrive pas à partir comme invalide au final. Donc, en fait, je fais des allers-retours d'avant et d'arrière avec mon pied valide, le pied droit. Et une fois que j'ai assez de vitesse, mon pied gauche, il arrive à passer, en fait. Et c'est une question d'inertie, c'est comme l'athlétisme, on me demande comment tu peux faire du sprint sans ta béquille. C'est plus je vais vite, plus je tiens debout. Et quand je ralentis, j'ai moins l'équilibre et là je tombe. Donc voilà, c'est le système d'inertie en fait. J'utilise ça. On sait aussi que tu n'habites pas très loin du lac d'Annecy et tu l'as traversé à la nage. Et à la nage, d'un bras... C'était un peu à l'époque du déni, donc je m'en vante pas trop parce que c'était un peu dangereux quand même si ce que je fais en montagne aujourd'hui, c'est pareil, il faut faire attention aussi. Mais d'un bras, d'une jambe, ça passe le lac d'Annecy. Au bout d'un moment, il y a un peu la tête qui tourne parce que forcément, j'ai l'oreille droite qui est sous l'eau, comme je suis toute d'un côté, donc au bout d'un moment, ça commence à tourner. Mais ça passe. Donc t'es un peu une sportive de l'extrême, toi, en fait. Moi, j'adore l'adrénaline et c'est comme en vélo, dans une descente, je vais aller le plus vite possible. Donc bon, c'était 65 km/h en descente, mais ça reste assez dangereux parce que s'il y a un lapin qui traverse, par exemple, ou s'il y a un caillou, une bouche d'égout, le moindre petit truc en équilibre, ça peut être un peu dangereux quand même. Donc, mais c'est il y a 2 mois, j'étais en Bretagne, j'avais pris mon vélo, où j'ai fait plus de 100 km dans la journée et on m'avait mis au défi de faire une côte, la côte de Gersual, elle s'appelle, et on m'a dit t'y arriveras pas. Et moi, dès qu'on me dit ça, faut pas parce que je vais tout faire pour y arriver. Et j'y suis allée et puis je me suis dit bon Gaëlle, tu t'essayes d'apprendre aussi, de grandir de toutes ces bêtises de temps en temps. Et je me suis dit, je vais pas la faire. Déjà, j'avais fait 75 km pour aller faire cette côte et que j'avais 75 km pour rentrer le soir à la maison. Donc, je suis juste allée voir à la côte et puis je suis arrivée, mon GPS, je sais pas ce qu'il m'a fait, mais je suis arrivée par le haut. Je me suis dit, je vais la descendre. Et puis après, je sais que je pouvais rentrer à la maison par le bas. Donc, je commence à la descendre. Je suis waouh, ça descend bien quand même. Puis que des pavés, quoi. Puis j'arrive en bas de la côte. Puis je me dis, bon, allez, on va essayer quand même. Et si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Et puis j'ai commencé à la faire et comme là-bas il y a très peu de cyclistes qui font cette côte-là, les gens ils vous regardent, ils applaudissent, ils vous encouragent à aller et puis du coup je suis rentrée dans ce jeu là et du coup je suis arrivée, j'ai fait cette côte-là mais j'étais complètement morte après, sachant qu'il y avait 75 km pour rentrer après. Donc le retour il a été assez dur, je me suis arrêtée au milieu de la route, j'ai dormi 1 heure parce que j'avais mal à la tête et tout et puis après je suis repartie quoi. C'est incroyable. Voilà, faut pas me dire t'y arriveras pas parce que j'ai le caractère pourri qui fait que je vais tout faire pour y arriver, quoi. Et du coup, donc, on parle de montagne. Donc, on a le Mont Blanc là qui est, il est beau, qui est en plein dans ta fenêtre. Magnifique. En tu plus, l'as il fait monté beau. Donc en 2017, tu as gravi le Mont Blanc. Ouais, en fait, j'avais déjà fait valide et j'étais dans la période. Je suis capable de faire la même chose qu'avant. C'est toujours un peu bête, c'est la phase de déni. C'est dur à gérer tout ça, donc je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable en fait, capable de. Mais c'est un peu
c'est bien, mais voilà, faut faire gaffe aussi. Donc du coup, il y a eu le projet du Mont Blanc. En fait, au tout début, je faisais du parapente avec une association sur Annecy. Donc c'est les Chamois Volants. C'est une asso qui permet à toutes les personnes en situation de handicap de faire du parapente en binôme et en fauteuil. Donc j'ai commencé comme ça et puis j'ai été prise d'amitié avec il s'appelle Jean-Michel d'ailleurs, et il m'a dit, je parlais de montagne, il voyait que j'adorais, donc il m'a mis en lien avec Vincent qui fait beaucoup de montagne en parapente. Et puis du coup le problème c'est qu'au début je faisais que du parapente en fauteuil, donc en refaire debout, il faut courir, il faut atterrir, donc ça a été un peu de l'entraînement, et avec Vincent on est devenus très amis et tout, et maintenant on fait plein de montagnes ensemble où on monte et on redescend en parapente. Donc au début c'était des petits sommets autour du lac d'Annecy, puis après il y a eu le Mont Blanc, et puis après il y a eu le projet du Mont Kazbek en Géorgie. En fait non, avant il y a eu le projet du Kilimandjaro. Donc c'est un sommet un petit peu en dessous de 6000. Et donc du coup on voulait le faire, mais sauf que c'est un sommet qui coûte très cher, etc. On n'avait pas les moyens, donc on s'est dit on va aller en Géorgie, ça coûte pas cher comme pays, personne ne va en vacances là-bas, mais par contre je le recommande. Maintenant c'est un très joli pays d'ailleurs. Et bref. Et donc du coup on est parti en Géorgie donc l'année dernière pour faire le Mont Kazbek. Donc c'est un sommet à 5045 mètres d'altitude qu'on a gravi le Mont Kazbek, sauf qu'arrivé au sommet, manque de peau, trop de vent, beaucoup trop de vent, plus de 90 km/h de vent, donc ça décollait pas, le brouillard il montait, la météo s'était complètement plantée en fait. Donc on a dû redescendre à pied, 14 heures de marche avec le parapente dans le dos. Donc c'est dommage, on n'a pas fait un parapente, mais du coup on a refait un sommet il y a un mois de ça, c'est la pyramide Vincent dans le Mont Rose en Italie. Donc là on est arrivé au sommet, on a pu décoller en parapente, c'était laborieux, mais ça a marché. C'est juste dingue de redescendre en parapente. Déjà on met moins de temps, là on a mis 3/4 d'heure de descente à la place de... Les gens ils vont mettre 4 à 6 heures, donc c'est mieux. Ça fait moins mal aussi, et les sensations sont juste dingues, et c'est une réussite. Et à chaque fois que j'arrive à un sommet, j'ai pas de médaille, je suis toute seule au sommet, mais à la rigueur, j'adore, parce que j'adore être toute seule. Bon, là, je suis avec Vincent quand même, mais j'aime bien être tranquille. Et en montagne, on arrive au sommet, on est ultra heureux, parce qu'il y a le handicap qu'il faut pas oublier aussi. Vincent me connaît très bien, il sait quand j'ai besoin, quand j'ai pas besoin, il connaît mon caractère. Et on fait tout pour arriver là-haut, il m'aide énormément, et c'est juste une revanche sur la vie, c'est comme une médaille, c'est juste génial, quoi. Est-ce que tu as donc des objectifs d'autres montagnes que tu parlais du Kilimandjaro, est-ce que c'est un objectif prochainement ? Oui, c'est un objectif prochainement, tout dépend du tir, si j'ai le quota ou pas, il y a ça aussi. Kilimandjaro, c'est une très bonne période pour le faire au mois de septembre. Sauf que les Jeux paralympiques, c'est une très bonne période au mois de septembre aussi. Donc après, si j'ai pas le quota, mais à la rigueur, je préférerais quand même les Jeux paralympiques, mais j'irai faire le Kilimandjaro. Et si j'ai le quota, je ferai le Kilimandjaro après les Jeux paralympiques. C'est juste une question d'organisation en fait. Médaille d'or aux Jeux et Kilimandjaro. Voilà. Ça, tu descends avec la médaille d'or en parapente. C'est parfait, ça. Chiche. Alors, pour la médaille d'or, je suis quand même jeune. Une sélection, déjà, pour les Jeux, ce serait juste incroyable, parce que j'ai quand même 3 à 4 ans de tir. Donc, une sélection pour les Jeux, juste dingue. Et la médaille est pour les Jeux de Paris. Promis. 2024. C'est noté. On sera là. Et on sera là. Non, mais on verra. Avec l'accident, moi, j'ai appris il faut avoir des objectifs. Mais en fait, tout change au dernier moment. Regardez, rien que le Covid. Ça a foutu une année en l'air. Là, les Jeux, ils auraient déjà dû avoir lieu. Donc, c'est pour ça. Moi, j'avance avec des objectifs, mais on verra bien aussi. Oui, tu peux être amené à avoir un autre objectif entre-temps, quoi. C'est ça. Oui. Et après le Kilimandjaro, retourner au Népal. Il y a des très, très beaux sommets là-bas, pareil, en parapente et tout. Donc, ça, ce sera après. Est-ce qu'il y en a beaucoup de personnes comme ça qui montent jusqu'au sommet, qui descendent en parapente comme toi tu le fais ? Valide, oui. Mais alors par contre en situation de handicap, je vois pas beaucoup d'handis en montagne. Pareil, au tout début, avant de rencontrer Vincent en parapente, je m'étais rapprochée des guides de haute montagne. Le problème, c'est quand on a un handicap, question assurance, etc., c'est compliqué de trouver un guide qui veuille bien vous emmener. Parce qu'avant, je montais un peu en montagne toute seule, il n'y avait pas de problème, mais... Là, je fais de la montagne à vache toute seule, il n'y a pas de problème, mais sur des glaciers, de toute façon, c'est jamais toute seule. Donc, il faut trouver quelqu'un qui veuille bien venir avec vous, c'est pas simple.
Et puis il a fallu adapter mon matériel aussi. Là, on a inventé, c'est pareil, ça c'est une invention qui sort du garage. En fait, je suis obligée d'avoir la béquille pour marcher. Et sauf qu'en montagne, on est obligé d'avoir le piolet. Sauf que d'un bras, je peux pas tout tenir. Moi, c'est un peu comme l'aviron, je me retrouve un peu piégée. Et donc du coup, en fait, on a couplé les deux, béquille, piolet. Comme ça, en fait, quand le glacier, la montagne, c'est à peu près plat, j'utilise en fait le bout de ma béquille, c'est le bout du piolet. Donc ça ancre dans la glace. Et dès qu'il y a besoin du piolet, parce qu'il faut à moitié grimper, hop, j'ai mon piolet qui est couplé à ma béquille et pof, 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 je monte comme ça. Ah oui, tu t'es confectionné un petit outil pour t'aider à grimper. Ouais. Ok, d'accord. C'est un peu dur à expliquer, comme là, il n'y a pas d'image, mais c'est vraiment les deux sont couplés, quoi. D'accord, si jamais tu as une photo, on pourra le mettre aussi sur notre site. Ouais, il y a des photos et tout. Et sans ça, en fait, je pourrais rien faire en haute montagne. Donc ça, on le trouve pas dans les magasins. On a fait ça avec Vincent pour me permettre d'aller en haute montagne, quoi. Et c'est pour ça qu'on voit pas d'Andy, en fait. Et est-ce que tu as un objectif, l'Everest ? Non. Non, j'ai mon cerveau, il est quand même bien amoché, donc. Mais petit à petit, là, il y a le Kilimandjaro. Il se trouve que après-demain, je vais rencontrer en fait Christine Janin. C'est la première femme française à avoir gravi l'Everest. Donc, je pense qu'on peut faire des beaux projets par la suite. Mais je sens venir le projet, moi. Mais il y a des belles choses à faire et on verra. Là, il y a eu le Mont Casbec l'année dernière, ce petit sommet-là, il y a un mois, le Kilimandjaro bientôt. Il y a de beaux sommets à faire et qu'on connaît pas parce que le Mont Blanc, tout le monde connaît, l'Everest, tout le monde connaît, mais il y a tellement de beaux sommets très hauts que personne connaît. Ils sont autant mythiques que les autres parce qu'en plus il y a personne et ils sont magnifiques, quoi. Et hyper inspirant. Moi, je me posais une question par rapport, tu sais, tout à l'heure, tu disais quand tu gravis une montagne et que tu arrives au sommet, c'est vraiment une très belle récompense. Quand tu gagnes un championnat de France de paratir, c'est pareil, là, tu ressens, j'imagine, beaucoup de joie. Comment tu décrirais tes émotions ? Quelle est la différence entre, la récompense d'atteindre un sommet, la récompense d'une médaille, la récompense de voir quelqu'un qui utilise ton petit kit tenace et te dire que grâce à ton invention, il peut repratiquer l'aviron. Comment tu décris tout ça ? C'est une satisfaction personnelle, j'ai envie de dire. C'est une revanche sur la vie. On a des frissons. Qu'il y ait une médaille, pas médaille, ou juste voir quelqu'un avec un sourire sur le système d'aviron ou d'arriver à un sommet. Les trois se rejoignent. Pour moi, c'est vraiment une revanche suite à mon accident. Et c'est le plaisir. Faut pas oublier le plaisir. Le tir, c'est pareil. Au début, c'est du loisir. Après, ça devient de la compétition. Mais il faut pas oublier que faut que ça reste un plaisir de tirer et pas une corvée. Pour tout ce qu'on fait dans la vie, même pour ceux qui font pas du haut niveau, quand on va au boulot, si vous avez la boule au ventre, c'est pas bon. Donc moi, tous ces petits succès-là, voilà, c'est revanche sur la vie, du plaisir et l'envie de continuer. Ça me remet une petite pièce dans la machine. Voilà, j'ai fait ce sommet-là, maintenant je veux faire ça. Là, les championnats de France, c'est bien, mais maintenant, c'est d'aller chercher des médailles aussi à l'étranger. Donc, ça me remotive, en fait, ça me remotive pour la suite, quoi. Je suis bien, quoi. Et la montagne, quand je fais un sommet, je suis toute seule là-haut, alors qu'en compétition, il y a du monde, il y a les médailles, il y a des machins, etc. Mais, en fait, on est un peu stone. En fait, j'ai envie de dire, je suis cool, je suis contente, je suis heureuse, quoi. Je me dis, ok, l'accident, ça m'a retiré beaucoup de choses, mais ça m'a amené d'autres choses, en fait. Donc, il faut les saisir. Tu te sens à ta place. Oui, ouais. Ouais. Et j'essaye de transmettre ça aux autres personnes, valides ou pas valides, hein, mais d'atteindre ses rêves. C'est pas forcément dans le sport, mais dans la musique ou dans n'importe quoi, j'en sais rien, mais c'est d'aller au bout de ses rêves, au bout de ses objectifs et de se faire plaisir déjà à soi-même. Ok, les autres, ils vont être super contents, t'as ramené une médaille, mais déjà de se faire plaisir à soi-même. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'il y a un petit moment là dans le tir où j'ai pas vraiment eu des bons résultats parce que j'étais plus à chercher la médaille ou des qualifications pour les autres, pour l'entraîneur, pour la fédération, parce qu'ils comptent sur moi et ça coûte de l'argent quand même tout ça, donc j'étais plus pour les autres. Et en fait, j'ai oublié de me faire plaisir à moi-même. J'ai mis un moment, je me suis pris une bonne claque là au championnat du monde les derniers en Australie.
J'ai mis un moment à m'en remettre, j'ai mis un mois où je parlais à personne et tout, où je me suis beaucoup posé de questions, pourquoi je fais du tir, pourquoi je fais du haut niveau. Alors, mais en fait, Gaëlle, au début, c'était du plaisir, donc c'est vraiment ça, Faut revenir à la base. Ouais, c'est vachement important, et depuis que j'ai compris ça, là, j'ai rebattu des records, j'ai mis sélection pour la Coupe du Monde, ça y est, j'ai trouvé le pourquoi du comment ça marche. J'ai eu un petit coup où j'étais en bas de la vague. C'est une très belle conclusion. Ouais, souvent on pose une question à la fin qu'on appelle un peu notre question signature, où on demande de décrire à l'athlète sa gagne en 3 mots. Mais bon, toi, comme t'as plein de gagnes, voilà, c'est peut-être 10 mots. mais voilà, je pense que toi, souvent on dit le sport c'est une école de la vie. Toi, c'est vrai que le sport ça a toujours fait partie de ta vie. Et voilà, c'est une revanche sur la vie pour ceux qui sont en situation de handicap. J'ai envie de dire revanche, plaisir. Dépassement de soi, la niaque, la gagne, ça rejoint exactement en plus. Plaisir et plaisir. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Gaëlle, en tout cas. Merci à vous en tout cas. On a passé un super moment. Et la prochaine fois, on pourra faire un petit podcast en haut d'une montagne. Ça peut être sympa aussi. Chiche. Merci beaucoup Gaëlle pour ce partage. C'était vraiment top. Merci. Et merci à vous surtout, c'était un bon moment. Et on te soutiendra dans tes futurs projets. Merci, c'est gentil. Merci. Je le fais sûr. C'est la fin de cet épisode et nous remercions encore Gaëlle d'avoir accepté de se livrer au micro de la gagne. Avec Martin et Clément, nous espérons que les victoires de nos champions vous inspirent autant que nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant @lagagnepodcast, tout attaché. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez même laisser un petit commentaire, ça permet à l'algorithme de lui dire que vous nous aimez bien. Alors on compte sur vous. Rendez-vous lundi dans 2 semaines pour une nouvelle histoire de gagne. On reste en contact sur les réseaux sociaux et on vous dit à très vite les winners. Et surtout, n'oubliez pas d'avoir la gagne.